Bonjour tout le monde. Donc, on va attendre quelques petites minutes pour laisser le temps aux gens de se connecter. Donc, on va commencer, puis les gens se joindront à nous au fur et à mesure. Donc, bienvenue tout le monde à cet Informe Agro. Donc, aujourd'hui, on reçoit Aurélie Pincelou du Collab qui va venir nous parler de transformation numérique appliquée au secteur agroalimentaire. Donc, voir en quoi la transformation numérique peut être une réponse à vos enjeux. Donc, cette activité s'inscrit dans les activités Informe Agro, qui est une collaboration des créneaux bioalimentaire du Québec, des créneaux d'excellence du secteur bioalimentaire, donc le créneau d'excellence agroboréale, le créneau aliment santé, le créneau acéricole, ainsi que le créneau transformation. Donc, pour rappel, le créneau agroboréal, notre mission est de favoriser les collaborations et l'innovation pour le développement des entreprises et des filières agroalimentaires boréales et durables. Vous avez mes coordonnées, donc si autant la collaboration que l'innovation font partie de vos défis, n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour accompagner les entreprises de notre secteur. Sans plus tarder, je vais céder la parole à notre partenaire, donc à Sandra Hardy de Financement Agricole Canada, qui présente avec nous les Informagro. Donc, Sandra, je te laisse à ta petite présentation. Merci beaucoup, Isabelle. Bonjour à tous. Bien contente d'être avec vous ce matin. Comme le dit Isabelle, Sandra Hardy, je suis directrice principale des relations d'affaires. En fait, mon territoire est de la Mauricie jusqu'à la Côte-Nord, en passant par la grande région de Québec et bien sûr toutes les entreprises là, du Saguenay, Lac-Saint-Jean. Je suis votre personne contact. Dans les autres régions, il me fera plaisir, là, si vous avez des questions, de vous mettre en relation avec d'autres collègues. Il me fait plaisir ce matin d'être avec vous comme partenaire présentateur des capsules Informagro, belle initiative d'AgroBoréal. Puis, merci encore une fois, Isabelle, et à tous les collaborateurs là, de nous donner cette opportunité-là de collaborer avec vous et de pouvoir faire connaître, en fait, nos services. Financement Agricole Canada est une société d'État fédéral fondée dans les années 60. À cette époque, il faisait du financement uniquement pour le secteur agricole, donc c'était les producteurs agricoles. C'est toujours le cas aujourd'hui, mais l'équipe à laquelle moi j'appartiens, c'est vraiment, nous faisons du financement commercial. Donc, on finance toute entreprise qui contribue à la chaîne de valeur agricole et agroalimentaire. Donc, ce que ça veut dire, c'est tous les transformateurs, nos agro-transformateurs également, que vous soyez une fromagerie, une microbrasserie, dans le secteur de la boucherie, là, vous pouvez penser à tout ce qu'on transforme comme aliment. On s'arrête par contre à la porte des épiceries. Et des restaurants. Donc, on ne finance pas d'épicerie ni de restaurants. Et en amont de l'agriculture, on peut penser à tous nos agro-entreprises, comme on les appelle, donc tout fabricant d'équipements qui servent à l'agriculture ou qui servent à la transformation, en fait, sont admissibles à nos financements. Ça peut être des transformateurs, fabricants d'emballage, distributeurs d'emballage. Donc, c'est très, très large, là. J'aime bien dire que dans l'hésitation, n'hésitez pas à venir vers nous pour qu'on puisse valider l'admissibilité à nos services. Financement Agricole Canada, nous sommes très impliqués dans notre industrie. Donc, on est le seul prêteur uniquement dédié finalement à notre industrie. Euh, nous sommes un prêteur long terme. Ce qu'on finance chez nous, c'est principalement des acquisitions en termes d'immeubles, de construction. On peut parler d'équipement. Aujourd'hui, on va parler de transformation numérique. C'est des éléments sur lesquels on peut vous aider aussi. Tout projet d'acquisition, transfert, fusion d'entreprise,
Nous sommes au rendez-vous. On a des produits aussi pour contribuer, vous aider au niveau du fonds de roulement qui s'apparente un petit peu plus à du prêt court terme dans ce concept-là, à cet égard-là. J'aime bien dire aussi qu'on n'a pas de trop petits clients ni de trop grands ou trop petits prêts selon vos besoins. Venez nous voir, là, que ce soit des prêts de 50, 100 000 pour des entreprises plus en démarrage ou avec des productions plus artisanales. On est là pour vous aider également et on peut financer là, juste dans notre équipe à nous des prêts jusqu'à 25 millions. Et on a aussi d'autres équipes qu'on appelle le corporatif qui vont aller jusqu'à des prêts même de 125 là, jusqu'à du 125 pour les très grands groupes agroalimentaires. Donc, on est très bien positionné dans notre industrie. Donc, au-delà du financement, ce que j'aime bien dire aussi, consultez notre site web. Je vais vous mettre des petits liens là, dans la conversation. Vous pourrez trouver plein d'informations intéressantes pour vos secteurs. On a nos équipes d'économistes qui travaillent là, un peu partout à travers le Canada et qui analysent aussi là, les situations mondiales. Donc, c'est vraiment beaucoup d'informations que vous pourrez y retrouver. Et je profite de l'occasion aujourd'hui pour inviter les femmes entrepreneurs des secteurs agricoles et agroalimentaires à participer à notre sommet FAC des femmes entrepreneurs qui se déroulera le 18 mars prochain au Centre des congrès à Lévis. Donc, c'est vraiment une belle rencontre, là, autant avec nos conférenciers qui seront là que les autres femmes avec lesquelles vous aurez l'occasion là, de partager. Donc, sur ça, je ne prends pas plus de votre temps. Je vous souhaite une très belle rencontre. Profitez de la rencontre d'aujourd'hui. Je pense que le sujet est encore super pertinent, la transformation numérique. Chacun à votre niveau, il y a sûrement des choses que vous pouvez faire pour que ça puisse venir en aide. Donc, bonne rencontre. Merci beaucoup, Sandra, puis encore merci beaucoup de nous aider à diffuser des webinaires Informagro. D'ailleurs, je vous invite à consulter notre site web où tous les enregistrements des Informagro précédents se retrouvent. Donc, on en a une vingtaine sur des sujets variés et on en a également des prochains qui sont cédulés pour les mois de mars et avril. Celui de mars sera sur l'éco-conception de produits et d'emballages alimentaires avec les gens de chez Groupe Ageco. Et en avril, on aura les gens du CDBQ qui viendront nous parler de la loupe nutritionnelle, donc des changements réglementaires à venir, avec des stratégies pour mitiger l'impact au niveau des produits et aussi pour être davantage dans l'innovation pour tirer profit de cette nouvelle réglementation-là. Donc, n'hésitez pas à aller consulter notre site web Informagro. Je rappelle que le Financement agricole Canada est effectivement partenaire avec nous, mais tout comme le réseau AgriConseil. Sur ce, je vais céder maintenant la parole et l'écran à Aurélie Pinceloup. Je vous invite à garder vos micros fermés pendant la séance de présentation. Si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le clavardage. On va y répondre à la fin de la présentation. Donc, Aurélie, l'écran et le micro sont à toi. Mais merci beaucoup, Isabelle. Merci à toi déjà pour cette invitation. On est vraiment ravis ce matin de vous parler de transformation numérique. Je vais partager mon écran. On a une petite présentation pour vous. Voilà, vous devriez tous la voir maintenant. Donc, en effet, la transformation numérique, est-ce que ça peut répondre à certains enjeux? Probablement que oui. C'est un petit peu ce qu'on va regarder ce matin. Donc, nous, le Collab, on est un centre de recherche. Oups, pardon. On est un centre de recherche qui a pour mission d'initier, d'expérimenter et d'accompagner les projets d'appropriation technologique. Donc, on est situé à Alma, rattaché au collège d'Alma. Et donc, comme vous connaissez un petit peu Agrinova, probablement, on agit un petit peu de la même manière. Donc, on est vraiment un centre de recherche collégial. On a 4 grands axes de recherche et notamment on s'intéresse particulièrement à la transformation numérique des organisations, mais aussi le territoire numérique, comment nos territoires sont capables de faire preuve de résilience vis-à-vis du numérique et des outils du numérique, mais aussi de tout ce qui est entrepreneuriat, apprentissage numérique, innovation pédagogique, donc sur des aspects plus, je dirais, d'exploration avec certains publics, les jeunes, les étudiants, les femmes, l'appropriation des technologies numériques.
Donc voilà un petit peu comment on travaille. Eh bien, en fait, on a une sorte de dispositif innovant. C'est un petit peu notre méthodologie d'action. Tout d'abord, on s'inspire, là, vous voyez sur la gauche, des connaissances des individus. Donc, on va faire des veilles stratégiques, des veilles technologiques. On va explorer des revues de littérature aussi théoriques. Et on va co-créer des projets, expérimenter des approches avec la technologie, des nouvelles approches qu'on souhaite innovantes en tout cas, et qui va créer des projets d'innovation sociale, donc de nouvelles appropriations, toujours en lien avec le numérique. Donc c'est un petit peu la manière dont on fonctionne aussi au Collab. Alors ce matin, plus particulièrement, ce dont on souhaite vous parler, c'est tout d'abord bien définir ce qu'est la transformation numérique, ce qu'implique ce type de processus-là et ses enjeux, ses facteurs d'échec, ces facteurs un peu de frein que vous pourriez rencontrer dans vos entreprises lors des implantations, mais aussi quelles sont les clés de succès qui sont souvent un petit peu oubliées ou qui peuvent passer dans des angles morts. Donc on va un petit peu explorer ces aspects-là. Et enfin, on vous propose quelques cas inspirants juste pour identifier dans votre secteur d'activité un petit peu des potentialités ou des manières de mettre en application cette transformation numérique-là. Et puis enfin, on terminera, on vous présentera un peu la boîte à outils du Collab qui pourrait peut-être vous soutenir dans votre démarche. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la transformation numérique? On a quelques statistiques pour vous. Elle s'inscrit dans un certain contexte de pénurie de main-d'œuvre qui touche notamment votre industrie, mais toutes les industries et tout le secteur du Québec et du Canada. Donc, on présente environ 41% des professions qui sont actuellement en déficit de main-d'œuvre et ce pourcentage-là ne va faire qu'augmenter. On anticipe environ qu'en 2030, il y aura 1,4 million de postes à pourvoir dans l'ensemble du Québec. Donc, c'est énorme. Alors, oui, il pourrait y avoir un ralentissement économique, il pourrait y avoir des enjeux qui fait que ces statistiques-là pourraient baisser un peu. Somme toute, on a des enjeux avec l'immigration, donc c'est pas évident de pourvoir à ces postes-là et ça impacte directement les entreprises qui ont besoin de main-d'œuvre et de soutenir leur production. Donc, particulièrement dans votre milieu, dans votre secteur, le Conseil canadien des ressources humaines en agriculture prévoit une pénurie de main-d'œuvre qui va probablement doubler d'ici 2029 et qu'en 2030, il y aura 100 000 postes vacants. Donc, particulièrement, votre secteur est touché et je pense que vous le ressentez déjà. Donc, ce n'est pas nouveau pour vous. Donc, il y a comme un cercle vicieux qui se développe dans la pénurie de main-d'œuvre, c'est que le manque de personnel crée une volonté, une toute un tas de mise en place de stratégies de recrutement, qu'elles soient ici au Québec ou ailleurs dans le monde. Donc, des stratégies de recrutement à l'international qui demandent énormément de temps, énormément de travail pour vos organisations à mettre en place. Il ne faut pas l'oublier, là, ça demande énormément de ressources de votre part. Ensuite, on intègre ces nouvelles personnes qui reçoivent peu de formation, une formation accélérée ou relativement minimale, qui fait qu'on met en place des gens plus ou moins qualifiés sur les postes, où on peut voir arriver assez rapidement des baisses de qualité, des erreurs, etc., une surcharge de travail et qui amène des départs. Et souvent, que ce soit un manque de personnel, que ce soit des stratégies de recrutement qu'on fasse en local ou même à l'international, on se rend compte que finalement, c'est ainsi qu'il faut tout le temps répéter et tout le temps recommencer. Donc, il n'y a pas en fait de moment où l'entrepreneur est capable d'inspirer et de dire, OK, là, c'est bon, j'arrive à stabiliser. C'est vraiment un cercle vicieux, donc qui est sans cesse à recommencer. Donc, on se retrouve un peu noyé dans ces opérations. Et c'est ça un petit peu l'enjeu actuel que ressentent les entrepreneurs et ça de tous les secteurs d'activité. Et dans ce contexte-là, on a aussi une statistique frappante qui sont que les projets de transformation numérique échouent beaucoup. Au Québec, tant à l'international, la statistique est
à peu près identiques partout dans le monde, environ 70% d'échecs ou des investissements malmenés, un petit peu pas faits au bon endroit ou qui n'ont pas le retour sur investissement qu'on espérait. Donc, on se retrouve un petit peu avec un désaveu ici du numérique. Donc, en effet, il y a des enjeux à prendre en compte, il y a des considérations à faire, il y a une mise en œuvre qui doit être bien faite pour s'assurer de ne pas avoir en fait d'échec. Donc, qu'est-ce que la transformation numérique? On va vous proposer un petit peu de vous expliquer ce processus-là. Tout d'abord, elle s'intègre dans une révolution. On l'appelle la 4e révolution industrielle et il y en a eu 3 auparavant. Donc, elle est vraiment considérée comme une révolution. La première, c'est celle dès 1800, donc du 19e siècle, la révolution évidemment de la vapeur, du charbon, on l'a tous vu en cours d'histoire. Ensuite, il y a eu la mécanisation avec l'électrification des chaînes de production dans les années 1900, qui a permis la production de masse. Et puis ensuite, il y a une première révolution de numérisation avec l'électricité, notamment dans les années 70. On voit apparaître les premiers ordinateurs dans le monde du travail, etc. Pourquoi, en fait, on parle d'une 4e révolution industrielle? Ce n'est pas tant l'arrivée de l'informatique, c'est plutôt une interconnectivité des systèmes, où là, on va avoir à la fois une connectivité des systèmes physiques et des systèmes logiciels. Et elle est là la véritable révolution, où on va avoir des chaînes de production intelligentes, où on peut y ajouter des couches d'intelligence, notamment avec l'explosion de l'intelligence artificielle. Donc là, on considère que l'on est dans une 4e révolution industrielle qui est là depuis à peu près 2010. Donc ça, c'est un peu pour l'histoire, mais on est dans une accélération technologique parce qu'aujourd'hui, on parle même d'industrie 5.0. Donc, on serait dans une 5e révolution industrielle où là, on aurait, oui, la technologie, mais pas à tout prix, où on aurait vraiment une adaptabilité de cette technologie-là, humano-centrique. Donc vraiment où on prend en considération l'humain, mais aussi l'éco-responsabilité, la durabilité de ces technologies-là. Donc on parle, c'est très récent, on en parle depuis environ 2022, mais on voit qu'au cours de l'histoire, ces révolutions-là se rapprochent de plus en plus et donc on a vraiment une accélération technologique. Donc, là, en gros, la définition de la transformation du numérique, c'est vraiment l'interopérabilité de ces systèmes-là, l'ajout de technologies d'impact dans plusieurs processus de l'entreprise. Elle va vraiment impacter à 360 degrés l'entreprise. Elle peut parfois aussi faire évoluer le modèle d'affaires sur des modèles avec des commercialisations, par exemple, plus B2B. Elle peut faire évoluer sur des modèles d'affaires B2C ou même des modèles d'affaires 100% en ligne ou 100% numérique. C'est aussi des innovations de rupture. Donc, c'est toutes des stratégies qui font qu'on parle vraiment de transformation. Et c'est là le mot le plus important. C'est vraiment une révolution qui est transformative pour l'entreprise. Donc, elle est moins juste l'achat d'un équipement ou l'implantation d'un logiciel de manière un petit peu isolée. Et souvent, ces implantations isolées ou cette numérisation a moins d'impact et a moins de retour sur investissement. Donc, on se retrouve avec des entrepreneurs qui disent « Oh, moi, je suis un petit peu déçu, ça n'a pas donné les résultats escomptés », mais souvent, c'est parce qu'il n'y a pas eu de réflexion globale et de réflexion stratégique, mais seulement une réflexion de l'outil numérique. Ceci étant dit, à quoi elle sert vraiment? Elle sert, oui, surtout, et très particulièrement dans votre secteur, je pense, de diminuer la tâche routinière, notamment l'effort physique, qui peut être très fort dans votre secteur d'activité. Donc, d'aller diminuer les tâches routinières pour en fait revaloriser l'humain et leur donner vraiment une tâche plus créative, plus intelligente de leur fonction, valoriser une prise de décision plus pointue avec des données à jour, des données même en temps réel. Pourquoi pas aussi améliorer le produit avec une satisfaction clientèle, une expérience clientèle améliorée, mais aussi évidemment améliorer sa profitabilité, sa productivité.
Ça, c'est sûr. Ça permet aussi des gains compétitifs sur le marché. C'est sûr qu'une entreprise qui fait sa transformation numérique, une entreprise qui va se développer au niveau numérique, va avoir un potentiel d'innovation augmenté, puisque c'est une forme d'innovation. Et donc, elle va développer en son sein aussi une culture d'innovation et donc améliorer ses processus. Donc, vous voyez, ça a vraiment une présence vraiment 360 au niveau de l'entreprise. Donc, clairement, 60% des entreprises indiquent que vraiment ces technologies numériques permettent d'accroître leur productivité et même de réduire leurs coûts d'exploitation et d'améliorer la qualité de la production. Donc, on le sait qu'il y a un impact direct sur la production en automatisant. Donc, il y a 3 grands moteurs d'adoption technologique, 3 grandes ruptures, j'allais dire, qui fait que on voit des entreprises passer à la transformation numérique, notamment au niveau des technologies agricoles. Tout d'abord, la crise climatique, où on voit quand même un arrivée massive des productions bio, où l'automatisation et la robotisation peuvent faire des gains assez importants. On n'aurait plus l'intrant chimique. Et par une mécanisation et une robotisation, on peut arriver à avoir une productivité améliorée tout en ayant des intrants chimiques nuls, voire très décroissants. Donc ça, c'est vraiment des gains de productivité où il y a un gain énorme à avoir dans les productions bio, là où il y a énormément de manipulation physique en fait. Donc évidemment, avec la pression mondiale, l'insécurité alimentaire, c'est des notions qui font qu'on veut sécuriser les productions bioalimentaires, on veut sécuriser la qualité agroalimentaire. Donc en effet, si on a une meilleure visibilité de production, eh ben, on peut aller sécuriser ces productions-là. Donc, il y a vraiment beaucoup de gains à faire en termes de transformation numérique dans ce secteur d'activité. Alors, souvent, on se retrouve face à des entreprises qui ont des dettes technologiques, qui ne vont pas assez vite, qui ralentissent, qui ne sont pas sûrs, qui hésitent. Et là, la question, est-ce que j'attends? Qu'est-ce que je fais? Et en fait, nous, on aime bien parler de dette technologique. C'est que tôt ou tard, la dette, vous le savez plus, vous en êtes plus conscient quand on parle de dette financière finalement. Mais en fait, la dette technologique, tôt ou tard, faut la rembourser. Si on veut rester concurrent sur le marché, si on veut avancer, cette dette-là, on va devoir tôt ou tard la payer. Et donc, plus on attend, plus on ne passe pas à l'action, et bien plus au final, le pas de remboursement de cette dette-là va être important. Donc, on a meilleur temps de faire des améliorations constantes et d'avoir une vraie vision long terme de développement technologique, une vraie vision stratégique de plan numérique. Alors, les facteurs d'échec, on en a parlé tantôt, on avait quand même un pourcentage assez négatif d'erreurs et d'échecs, 70%. Là, c'est sûr que c'est pas rassurant, mais il y a des facteurs clés d'échec qu'il faut bien comprendre. Donc, il y a des freins à la transformation numérique. Tout d'abord, évidemment, les coûts d'investissement initiaux qui sont relativement élevés et qu'il faut voir dans une stratégie d'amortissement sur long terme et d'investissement futur. Parfois aussi, les couvertures de données dans des régions plus éloignées, des territoires un petit peu plus pointus. C'est le cas notamment souvent de vos exploitations. Donc là, les vitesses de service Internet qui peuvent être des freins, mais il faut trouver des possibilités de contourner ces enjeux-là. La compétence aussi au sein des organisations, et que ce soit la compétence du dirigeant et de l'ensemble de ses équipes qui vont être mises à mal dans l'intégration de ces nouvelles technologies. Et puis enfin, le coût de la mise en œuvre et de l'entretien, de l'exploitation, je dirais, de ces technologies-là qui vont demander un entretien constant, une mise à jour, donc qui peuvent être des freins dans votre volonté d'intégration.
Donc, les facteurs d'échec, eh ben, principalement, ça va être un manque d'alignement stratégique, un manque de vision long terme. Souvent, on va aller choisir un outil qui va répondre à un besoin court terme, mais est-ce que la rentabilité de ce projet-là est pertinente? Est-ce qu'elle s'aligne avec la vision stratégique de l'entreprise? Pas toujours. Et c'est là un des premiers facteurs d'échec qui explique le pourcentage un peu négatif. Deuxièmement, c'est plutôt la résistance au changement. Donc là, le facteur humain, oui, la technologie est implantée, mais est-ce qu'elle est bien faite? Est-ce qu'elle est bien amenée au sein des équipes? Est-ce qu'il y a la bonne formation? Est-ce qu'on développe la compétence à l'interne pour intégrer et s'approprier ces outils-là? Pas toujours. Enfin, des investissements qui ne sont pas toujours bien alloués, bien choisis. Puis là, ça vient vraiment du choix technologique qui n'est pas toujours fait de bonne manière ou qui n'est pas souvent on est un peu tributaire de la connaissance des fournisseurs technologiques et donc ce n'est pas toujours les bons choix technologiques qui sont faits pour notre entreprise. Donc ça, c'est un enjeu de prendre vraiment un pas de recul, d'aller comparer, d'aller identifier quelle est vraiment la bonne technologie pour moi. Et puis enfin, parfois, la mauvaise gestion, notamment un oubli de la cybersécurité. Il y a de plus en plus d'attaques. C'est une tendance qu'on voit apparaître. Et donc ça, c'est un enjeu où il va falloir qu'il faut tout de suite adresser dans un projet de transformation numérique dès le début. Donc, on aime bien cette petite citation en fait de Giolito, qui est un chercheur français qui a écrit un très beau livre sur la transformation numérique et notamment les 16 plus grandes erreurs, les 16 plus grands échecs de l'histoire de la transformation numérique. Et il dit que c'est pas nécessairement s'écarter, il faut nécessairement, s'écarter de la règle, faire comme tout le monde. On entend souvent, oui, mais on fait ça comme ça depuis toujours. En effet, on le fait comme ça depuis toujours, mais impliquer une transformation numérique, ça veut dire aussi revoir nos processus d'affaires et remettre en question des choses qu'on fait depuis toujours. Donc, il y a vraiment la transformation numérique implique vraiment une réflexion profonde et souvent, c'est cette réflexion-là qui est peut-être un petit peu bypassée, qui est peut-être un petit peu sur laquelle on va peut-être un peu vite, qui explique les facteurs d'échec. Donc, dans ce très beau ouvrage, je vous ai fait ressortir 5 grandes erreurs à éviter qui sont un petit peu des biais qu'on a quand on démarre un projet de transformation numérique. La première chose, c'est penser qu'on peut encore jouer local, alors que le numérique, par défaut, est un marché mondial qui brise toutes les frontières. Les technologies numériques, il y en a de partout. Donc, se limiter à une technologie qui a été développée au Québec ou par le Québec ou par un... Non, il faut aller plus loin, donc tant pour la commercialisation de sa nouvelle offre que par l'acquisition technologique qui peut être extrêmement variée. La deuxième chose, c'est ne pas embarquer dans le train du numérique. Et ça, c'est vraiment une erreur parce que ça peut nous amener à des échecs importants. Nos concurrents le font, le marché s'en va vers ça. C'est très difficile d'appuyer sur le frein, en fait, quand l'ensemble de la société s'en va. Et ça peut générer, en fait, des pertes importantes pour même des petites organisations. Aller trop vite dans le choix technologique, c'est un petit peu là où je m'en venais depuis le début, mais d'aller trop vite et de ne pas se doter vraiment d'un plan, d'une stratégie numérique, de savoir quelles vont être mes étapes d'acquisition technologique. Ça, c'est un enjeu parce que les étapes du futur peuvent influencer le choix technologique d'aujourd'hui. Donc, parce que je sais que dans 2 ans, dans 3 ans, peut-être pas aujourd'hui, je n'ai pas la maturité, mais j'aimerais intégrer une IA, j'aimerais connecter tel système, ça va déterminer mon choix technologique d'aujourd'hui. Et ça, souvent, cette vision-là à long terme, on l'oublie et on vient juste choisir une technologie qui va répondre à mon besoin maintenant. Et puis, enfin, l'ajout de talent. Pour le développement de la capacité numérique, ce n'est pas seulement un joueur au sein d'une organisation qui va pouvoir porter seul l'ensemble de la transformation numérique.
oui, il peut y avoir un leader de projet, mais au-delà de ça, il faut que l'ensemble de l'entreprise se dote de capacités et de compétences pour se transformer, pour générer l'innovation. Euh, et puis enfin, bah, c'est la cinquième erreur qui était vraiment intéressante dans le livre, qui est en fait une citation de Steve Jobs, vraiment intéressante. Et ben, lorsqu'on innove, on fait des erreurs. Et puis, c'est pas grave. C'est pas grave, il faut accepter l'erreur et il faut l'admettre et euh, la constater rapidement et tourner et l'améliorer. Et c'est comme ça que vient l'innovation, c'est comme ça qu'on devient meilleur. Donc oui, peut-être que le premier coup sera pas le bon, mais le deuxième ou le troisième seront les meilleurs du marché. Donc c'est un petit peu cette amélioration continue là qu'il faut aller rechercher. Et puis ça implique donc changer notre culture des fois et à en fait dérisquer l'erreur au maximum. Alors, du succès. Donc là, on a parlé des erreurs, on a parlé des freins, c'est bien négatif. Bon, mais il y a des clés vraiment sur lesquelles on peut s'appuyer pour vraiment aller travailler la transformation numérique. La première chose, c'est la stratégie, donc la vision, l'alignement, les capacités organisationnelles actuelles. Oui, on veut se transformer, mais est-ce que c'est le bon moment pour moi maintenant? Peut-être pas, mais est-ce que je peux tout faire pour aller le planifier pour l'an prochain ou pour les 2 prochaines années? Ça, c'est intelligent. Donc, de développer vraiment une stratégie à aller peut-être 2, 3 ans maximum numérique, ça, c'est fondamental. Le deuxième étape, c'est même avant la technologie, c'est vraiment l'humain. Donc vraiment s'assurer qu'on a un écosystème autour de nous qui nous aide, donc aller rechercher les ressources, l'expertise à l'externe et la développer à l'interne. Donc développer vraiment ses capacités, ses compétences internes pour vraiment être capable de faire ce tournant. Et puis enfin, on a la technologie. Donc vraiment le choix technologique, mais il doit vraiment arriver à la fin. Et certes, il ne doit pas être négligé, mais c'est vraiment rendu là, si on a déjà travaillé la stratégie et l'humain, il est un petit peu plus anecdotique. Par contre, on doit s'assurer que on fait des bons choix en termes de cybersécurité et notamment en termes de vision de gestion de données pour générer une intelligence d'affaires. Donc, c'est comme un cercle, en fait, fastidieux qui vient nourrir la stratégie. Bonjour, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Désolé, hein, le week-end, c'est bon. Cette image-là, vraiment, je ne pourrais pas gérer un truc. Dis-moi, on fait comment pour la voiture? C'est toujours disponible, hein? C'est toujours là-bas? C'est bon, je pense qu'il y avait eu un problème de micro. Oui, Ok, j'ai désactivé le son. Ouais, pas de problème, je continue. Donc, en bref, qu'est-ce que c'est que la transformation numérique? Eh ben, c'est pas une affaire seulement de technologie, pas du tout, loin de là. C'est une affaire de réseau, de ressources. La petite PME, c'est difficile d'innover seul, donc vous avez tout un tas d'écosystèmes disponibles pour vous. Le créneau en est un, le collab peut l'être aussi, Innov02 aussi au niveau régional, bref, Agrinova. Donc, vous avez tout un tas de réseaux qu'il faut interpeller, qu'il faut mettre autour de vous pour faire les bons choix. Et puis enfin, bah, c'est un processus qui est itératif, qui est évolutif et pas du tout un sprint. Et donc, il faut le voir vraiment dans une volonté d'amélioration continue. Et donc là, on rentre dans un système de marathon où bah, c'est pas avec une technologie toute seule, je l'implante et ça va résoudre tous mes problèmes. Loin de là, malheureusement. Donc, c'est vraiment un processus d'amélioration continue. Alors, je voulais quand même terminer par certaines études de cas un petit peu plus inspirantes dans votre domaine d'activité. Tout d'abord, tout ce qui est ERP, système en fait connecté sur l'ensemble de vos productions. Donc, c'est des logiciels en fait qui vont vous donner des données en temps réel, que ce soit tant au niveau de l'achat, du contrôle des coûts, que ce soit dans la soumission, dans l'expédition, dans la production, la traçabilité, la gestion logistique même, donc jusqu'à la livraison. Donc vraiment de l'intrant jusqu'à la livraison, on a des logiciels qui font tout, qui permettent d'avoir une seule entrée de données qui va passer dans tous ces éléments-là. Donc on les appelle des IRP. Et ça va permettre notamment une collecte de données
une traçabilité, mais aussi une automatisation. Donc, on est encore nombreux à faire des soumissions à la main, à consolider de l'information dans des tableaux Excel qui n'ont plus de fin, où on en a des dizaines et des dizaines. Donc là, on est capable d'aller consolider l'ensemble de nos activités en un seul endroit. Et ça, c'est vraiment un changement radical dans l'entreprise d'implanter, parce que ça va vraiment toucher, c'est un 360. Ça va toucher les opérations, ça va toucher le leadership, la gestion opérationnelle, les RH, la comptabilité, donc la logistique. Donc ça touche vraiment tout le monde. Donc ça, c'est vraiment très intéressant à mettre en place au sein de vos entreprises. En termes d'autres genres d'applications de la transformation numérique, en Mauricie, il y a la ferme du domaine 2000 qui fait l'ensemble de sa régie des champs avec des drones équipés de caméras et qui cartographie ces champs. Donc ici, on est dans l'exploitation de poireaux et d'asperges. Et donc là, c'est vraiment intéressant parce qu'ils sont capables d'aller identifier en fait le nombre de récoltes et ça donne un aspect prédictif à la récolte. Donc, ils sont capables d'anticiper le besoin en main-d'œuvre, le besoin de la récolte au moment de le faire, mais aussi la détection de maladies ou de mauvaises herbes. Donc, ils peuvent aller traiter ou agir sur certains morceaux de parcelles et non pas l'ensemble de leurs hectares. Donc, ça fait aussi une diminution des dépenses des intrants. Et puis, enfin, pour l'arrosage. Donc, ils peuvent aller travailler certaines parcelles plus que d'autres. Donc, encore une fois, en termes d'économie, d'énergie, d'effort, on est vraiment dans un travail de technologie de pointe. Puis, ces données-là peuvent être intégrées en temps réel, par exemple, dans un IRP. Quand on parle de transformation numérique, c'est surtout l'interactivité et l'interconnectivité de ces systèmes-là entre eux qui nous permettent d'agir en fait et de prendre les bonnes décisions en temps réel. Donc ça, c'est un exemple. Il y en a d'autres aussi. Il y a énormément d'automatisation et de robotisation qui arrivent dans les champs, notamment en agriculture. Et probablement que cette poussée-là va augmenter. C'est des technologies qui sont certes encore un petit peu dispendieuses, mais on voit qu'elles deviennent de plus en plus accessibles. Bon, là, par exemple, en photo, c'est le robot Nexus. C'est un robot désherbeur, donc qui a une emprise en sol assez importante, mais il y en a d'autres. Il y a aussi le robot Ovo, etc., mais qui permet notamment d'aller diminuer complètement les pesticides. Donc, quand je vous disais, là, on a vraiment la possibilité d'avoir du cerclage automatisé manuel, c'est vraiment intéressant. Il y a aussi le robot La Palme Actec avec son robot tentaculaire Sami 4.0 qui a été conçu pour les fruits et les légumes. Donc vraiment, ils vont aller faire la récolte de certains fruits ou légumes de manière automatisée. Donc, c'est sûr que là où on aurait besoin avant, par exemple, de 7-8 personnes dans les champs pour la récolte, bon, avec des robots comme ça, on va avoir encore besoin de l'humain pour s'assurer que tout fonctionne, pour les surveiller, etc. Donc, on aura peut-être encore besoin de 2 ou 3 personnes au champ avec le robot, mais ça diminue énormément l'importance donc de la main-d'œuvre et ses enjeux aussi. C'est souvent des manœuvres au champ qui sont extrêmement difficiles, physiques. On a aussi toute l'automatisation de production agroalimentaire qui est très développée. Donc, la mise en boîte, la mise en sachet pour la distribution. Donc, il y a aussi tout cet aspect-là. Donc, ça permet de diminuer les pesticides, de pallier au manque de main-d'œuvre et indirectement de pallier aux effets des changements climatiques parce qu'il y a moins d'engrais, moins d'intrants chimiques. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Il y a 2 grandes zones d'innovation au Canada. On voulait quand même vous les souligner parce que si vous ne les connaissez pas, ça pourrait quand même être intéressant d'aller au moins s'inscrire à leur infolettre, voir un peu ce qui se passe dans vos cultures particulières ou dans votre
transformation de produits spécifiques. Notamment, il y a la zone Émilie qui se trouve au Manitoba. Pardon. Donc, eux, ils font vraiment des pratiques de production de pointe avec des productions durables, etc., dans les secteurs agricoles et agroalimentaires. Donc, ils sont vraiment à la fine pointe. C'est vraiment intéressant. Et il y a autant des chercheurs universitaires que collégiaux qui travaillent dans cette zone d'innovation. Et puis, plus proche de nous, dans la MRC de l'Assomption, il y a la zone AgTech aussi, qui propose aux startups ou des entreprises en démarrage, mais aussi pour la commercialisation, qui répondent à certains enjeux agricoles. Donc, ça pourrait être intéressant aussi de suivre un peu les éléments qu'ils développent et les services qu'ils donnent. Donc, ils sont quand même très intéressants. Donc, on a Émilie, le centre de recherche Émilie, leur directrice générale, Jacqueline Kina, lors d'une entrevue, qui parlait en fait de l'importance de la transformation numérique, explorait le fait que ce qui est en fait le plus intéressant pour l'agriculteur et le responsable d'entreprises agroalimentaires, c'est vraiment d'aller se concentrer sur ce qui est les aspects les plus importants de l'exploitation pour vraiment mettre à profit l'expertise, aller raffiner certains éléments et non plus être en fait la tête dans les opérations et de pouvoir vraiment développer leur exploitation et leurs entreprises. Donc, c'est vraiment là où est le gain le plus important en termes de transformation numérique. Donc, c'est ça. Je vais terminer simplement pour vous expliquer un petit peu ce que Collab pourrait offrir en partenariat avec le créneau agroboréal. En fait, on a mis en œuvre un petit système d'accompagnement que nous avons appelé Pilote 5.0. Donc, en fait, pour soutenir les entreprises dans leur acquisition de transformation numérique, leur acquisition d'outils, on propose un petit parcours sur mesure où on établit tout d'abord un portrait de votre entreprise, un état de lieu, où vous en êtes, quelle est votre vision, qu'est-ce que vous faites, puis on co-construit ensemble un plan d'action. Donc, vous voyez à l'écran ici un petit peu l'outil, on voit des captures d'écran de l'outil. Donc, c'est un outil numérique qui permet de vous générer un tableau de bord de votre transformation numérique qui vous permet non seulement de coordonner l'ensemble des intervenants de l'écosystème, donc qui vous permet d'aller référencer, d'aller centraliser votre projet numérique, mais de piloter votre plan d'action avec des étapes claires. Donc, on vient prioriser avec vous, on vient établir ensemble les enjeux, les priorisations, les projets les plus porteurs, avec des retours sur investissement les plus importants. Et donc, c'est un petit accompagnement qui est actuellement subventionné par l'offensive de transformation numérique. Donc, c'est un accompagnement qui est offert au montant de $600. Donc, c'est ça. S'il y a des entreprises qui sont actuellement en réflexion ou qui sont en cours de projet, n'hésitez pas à nous contacter. Enfin, en fait, à contacter Isabelle dans un premier temps. C'est elle qui va pouvoir vous référer à nous par la suite. Donc, voilà, il y a peut-être des questions. Donc, je vais arrêter le partage de mon écran. J'ai pas de questions dans le clavardage. Merci beaucoup, Aurélie. C'était vraiment très intéressant. Si vous voulez revoir le webinaire d'aujourd'hui, il sera disponible sur notre site web. Donc, vous devriez également le recevoir par courriel pour ceux qui s'y étaient inscrits, mais il va toujours quand même être disponible sur notre site web. Je vous le mets justement le lien dans le clavardage, donc pour vous rendre sur la section Informagro avec toutes les autres séances qui ont eu lieu précédemment. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez bénéficier des services du Collab au niveau de Pilote 5.0. Ça va nous faire plaisir de vous y référer. Puis par la suite, s'il y a des possibilités de réaliser des projets collaboratifs, c'est-à-dire des entreprises qui pourraient avoir les mêmes défis qui s'apparentent à ce qui a été présenté au niveau des études de cas par Aurélie,
bien, sachez qu'on pourra développer des projets, aller chercher du financement pour faciliter peut-être l'implémentation de ces solutions numériques-là en réponse à des besoins communs que plusieurs entreprises pourraient avoir. Donc, n'hésitez pas en ce sens-là. Donc, je vous rappelle de les surveiller, les prochaines activités. Si vous avez des questions, de toute façon, vous pouvez contacter Aurélie là, par rapport aux services et différentes options qui sont disponibles du côté du Collab. Il y a également plusieurs autres centres de recherche au Québec qui ont des expertises dans l'implémentation de solutions numériques. Donc, le Collab travaille en collaboration avec eux. Donc, n'hésitez pas à le faire. Les ressources sont là pour vous. Il y a du financement pour vous aider à pouvoir en bénéficier à moindre coût également. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas passer dans l'ère de la transformation numérique, donc dans la 4e révolution industrielle. Ça en a parlé Aurélie. Bah oui, puis ça peut être des petits projets aussi, Isabelle. Je pense que des fois, on a des questions sur un peu de veille technologique. Quel robot serait le meilleur pour moi? Est-ce qu'on peut faire un petit état des lieux, une petite recherche? Donc, ça peut être aussi des petites questions ponctuelles. Si vous avez besoin d'aide, là, n'hésitez pas. On en a souvent. Donc, c'est ça. C'est pas obligé d'être un énorme projet de transformation numérique. Ça peut être aussi des petites questions, un soutien ou quel serait le meilleur acteur pour moi. Donc, on va référer aussi aux partenaires avec qui on travaille. C'est parfait. On est chanceux d'avoir des organisations comme la vôtre. Donc, profitons-en. Elles sont là pour les entreprises. Puis, pour les intervenants, n'hésitez pas à y référer également vos clients qui peuvent avoir des besoins. Sur ça, moi aussi, j'en profite pour vous inviter si vous êtes disponible le 19 mars en après-midi. De notre côté, c'est l'après-midi entrepreneurial qu'on organise en collaboration avec le Collège d'Alma ainsi que l'Union des producteurs agricoles. C'est une activité dédiée à l'entrepreneuriat dans le secteur agroalimentaire. Donc, on a une belle conférence de Sébastien Anger qui va venir nous parler de sa façon de gérer l'innovation dans son entreprise. Mais on a également 5 entreprises qui vont venir en 5 minutes nous présenter leur projet dans une séance de pitch. Plusieurs autres ressources aussi en soutien aux entreprises du secteur. Donc, un beau rendez-vous à ne pas manquer. On en a notre 3e édition cette année. Donc, toute l'information se retrouve également sur nos outils de communication. Je vous souhaite à tous une belle fin de journée. Puis, tout le monde, allez manger. Merci beaucoup. Bye bye. Merci. Bonne journée. Au revoir.